Et si 600 millions de dollars pouvaient effacer des siècles d'humiliation? Ce matin-là à Kingston, la question n'est plus un slogan, c'est un défi lancé au monde entier. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un Premier ministre jamaïcain présente des excuses officielles à l'Afrique, non dans l'ombre mais sous le regard global, et propose une réparation nette, sans ambiguïté. L'image fait le tour du monde. Sur l'estrade, le drapeau jamaïcain flotte à côté de celui du Burkina Faso, symbolisant une union improbable, mais déterminée, entre deux nations longtemps victimes d'un ordre mondial inégalitaire. Le montant, 600 millions de dollars, engagés sans condition pour le Burkina Faso. Ce n'est plus de l'aide humanitaire, encore moins un geste symbolique. C'est un fonds inédit qui dynamite les vieux codes postcoloniaux, promettant une justice concrète, pas une charité déguisée. L'histoire regorge de gestes manqués. De la conférence de Berlin à l'annulation partielle de dettes dans les années 2000, les promesses de réparation ont rarement tenu leurs promesses. Cette fois, la Jamaïque s'engage noir sur blanc, sur 5 années, à faire ce que bien des puissances n'osent même pas évoquer. Ibrahim Traoré, président burkinabé, impose la souveraineté comme ligne rouge. Face à lui, la Jamaïque rompt avec le simple protocole. Elle tente de réparer un silence historique, des siècles d'effacement et de dépossession, où Afrique et Caraïbes n'avaient pas voix au chapitre. Aujourd'hui, la scène s'inverse. Pour la première fois, le dialogue ne se fait pas sous la tutelle d'une puissance extérieure. Il s'inscrit dans une relation d'égalité, portée par des souvenirs communs de résistance et d'émancipation. Loin du théâtre diplomatique habituel, ce moment s'apparente à un second congrès de Bandung, cette réunion en 1955, où les nations du Sud avaient osé s'unir pour refuser la domination coloniale. Ce moment bouleverse l'ordre mondial. Si la promesse reste isolée, ou si l'argent ne change rien, la dépendance perdure, condamnant une génération à la frustration. Mais si la Jamaïque et le Burkina Faso concrétisent ce pari, c'est un précédent. Une justice sud-sud, autonome, contagieuse, mesurable, qui échappe au Nord. On pense alors à l'exemple du mouvement des non-alignés, qui avait tenté, dans les années 60, d'imposer une voie alternative sur la scène internationale. Pourtant, jamais ce mouvement n'avait osé aller aussi loin dans la réparation concrète. Ce geste n'est pas qu'une cérémonie. C'est un test planétaire. Le monde retiendra-t-il la leçon ou retournera-t-il à l'indifférence? Derrière les discours, la tension est vive. Tous les regards se braquent sur Ouagadougou. La dignité africaine est-elle enfin inaliénable? Les chaînes d'information déroulent en boucle les images de la signature, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment. Pour de nombreux jeunes Africains et Caribéens, c'est la première fois qu'ils assistent à un acte où leur histoire et leur dignité ne sont pas marchandées ou minimisées. Pourquoi maintenant? Pourquoi la Jamaïque ose-t-elle cette rupture? Et qu'est-ce qui rend possible un tel séisme? Pour saisir la portée de cette promesse, il faut explorer l'alliance secrète qui l'a rendue inévitable. Ce n'est pas un hasard du calendrier, ni un simple coup politique. Derrière ce geste, il y a une accumulation de frustrations et d'initiatives discrètes, patiemment tissées dans l'ombre des grandes puissances. Retour sur la naissance de cette alliance clandestine, entre espoirs déçus et stratégie de l'ombre. Comment deux trajectoires opposées se sont-elles croisées pour préparer ce bouleversement? Pour comprendre la portée de ce geste, il faut remonter à l'histoire longue des relations entre Afrique et Caraïbes. Dès le XIXe siècle, des intellectuels comme Marcus Garvey, originaire de la Jamaïque, appelaient déjà à une solidarité noire transatlantique. Mais ces appels restaient lettres mortes, freinés par les logiques coloniales et la division des peuples. Ce n'est pas la première fois que l'on évoque l'aide, mais c'est bien la première fois que l'exigence de justice passe par des chiffres, par une promesse tangible. Pendant longtemps, l'aide au développement était pensée comme une manne tombée du ciel, assortie de conditions strictes, rarement adaptées aux besoins réels des populations. Les années 80 ont vu des plans d'ajustement structurel imposés par le FMI, qui ont souvent fragilisé les économies africaines. En contraste, l'initiative jamaïcaine s'inscrit dans une logique d'égal à égal, où la réparation n'est pas une faveur, mais un droit. Depuis plus d'une décennie,
des voix africaines et caribéennes réclamaient réparation pour cette histoire de domination et de pillage partagé. Pourtant, ces appels, perçus comme de simples élans moraux, restaient ignorés, sans jamais déboucher sur des actions concrètes. La quête de justice, étouffée par les jeux diplomatiques, semblait condamnée à l'oubli. En 2014, la communauté caribéenne, CARICOM, avait déjà publié un plan en 10 points pour réclamer réparation auprès des anciennes puissances coloniales, sans jamais obtenir de réponse significative. Tout a basculé lorsque le Burkina Faso a rompu brutalement avec ses anciennes tutelles. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le pays a mis un terme à ses accords militaires avec la France, refusé l'aide sous conditions et affirmé, avec une détermination rare, sa souveraineté retrouvée. Ce choix radical a déstabilisé les capitales occidentales, mais il a aussi ouvert la voie à une diplomatie nouvelle, où la résistance devient une stratégie assumée et non plus un simple slogan. On a vu, par exemple, la relocalisation de filières entières de production agricole, la création de partenariats énergétiques avec la Turquie ou la Russie, et l'émergence d'un discours panafricain décomplexé. En marge des projecteurs, un rapprochement discret s'est opéré avec la Jamaïque et d'autres nations du Sud. Depuis la fin de l'année 2023, des diplomates caribéens multipliaient les échanges avec Ouagadougou, profitant de prétextes culturels. En coulisses, on préparait déjà un basculement historique. Les universités jamaïcaines ont accueilli des délégations burkinabais pour des colloques sur la mémoire de l'esclavage, tandis que des artistes des deux pays organisaient des expositions communes à Port-au-Prince et à Accra. Ce travail de diplomatie culturelle a permis d'établir une confiance, préalable indispensable à tout projet de réparation durable. Ibrahim Traoré a incarné cette rupture. Sous son impulsion, la résistance s'est traduite par des actes: relocalisation de la production agricole, reconstruction des infrastructures avec des partenaires extra-occidentaux et affirmation d'un discours panafricain sans compromis. Traoré n'a pas cherché la provocation, mais la redéfinition de la place du Burkina Faso dans le monde, refusant l'aumône pour exiger le respect. Il s'est inspiré de Thomas Sankara, leader visionnaire des années 80, qui prônait déjà l'autosuffisance et la dignité nationale, mais dont les initiatives avaient été brutalement interrompues. La scène de Kingston n'était donc pas un simple rituel diplomatique. Elle cristallisait une décennie de frustration et d'initiatives sud-sud trop longtemps ignorées. Pour la première fois, un chef d'État caribéen reconnaissait publiquement la part de responsabilité de son pays dans l'ordre économique mondial qui a appauvri l'Afrique, et affirmait qu'il était temps d'agir, pas seulement de s'excuser. Cette reconnaissance publique rappelle celle de l'Allemagne envers la Namibie en 2021, quand Berlin a reconnu le génocide des Hereros et Nama, mais avec une portée plus universelle et une dimension budgétaire inédite. Sans ce contexte de rupture, d'isolement et de diplomatie patiente, la proposition jamaïcaine aurait pu n'être qu'un geste abstrait de plus. Mais cette fois, le moment était mûr. Le Burkina Faso, longtemps relégué, devenait le pivot d'une révolution silencieuse. C'est ce climat de défiance, d'accumulation et de solidarité retrouvée qui a rendu possible ce bouleversement inédit. Jamais auparavant, un État du Sud n'avait osé assumer ainsi une réparation envers un autre pays du Sud, créant une dynamique totalement nouvelle. Le décor est posé. Mais que recouvre réellement ce pacte inédit, et jusqu'où peut-il transformer la diplomatie mondiale? Pour répondre à cette question, il faut analyser le contenu précis de l'accord, ses modalités et ses implications concrètes pour les populations concernées. Entrons dans le détail du geste jamaïcain. Pourquoi cette somme? Pourquoi maintenant? Et quelle part de risque ou d'espoir ce pacte soulève-t-il concrètement? D'abord, il faut comprendre que 600 millions de dollars ne sont pas arbitraires. Cette somme correspond à une estimation des pertes économiques subies par le Burkina Faso depuis les sanctions internationales de 2022, auxquelles s'ajoutent les coûts liés à la reconstruction des infrastructures détruites lors des conflits récents. La Jamaïque ne fait pas l'aumône. Elle pose une exigence, un pacte de cohérence. Ce geste n'est ni chèque en blanc, ni aumône jetée dans l'abîme, mais un acte pensé, qui tranche nettement avec l'aide traditionnelle du Nord. Derrière cette promesse,
C'est l'équilibre moral et politique du Sud qui se redéfinit, ligne après ligne. La Jamaïque, en s'engageant publiquement, prend le risque de se mettre à dos certains partenaires occidentaux, mais elle assume cette position au nom d'une justice historique. Le cœur du conflit, c'est la singularité de la promesse jamaïcaine. Le fonds annoncé atteint 600 millions de dollars, étalé sur 5 années, sans conditions préalables ni recettes importées. Jamais l'Afrique, et encore moins le Burkina Faso, n'avait reçu d'engagement d'une telle ampleur, sans contrôle ni surveillance occidentale. Cette autonomie dans la gestion des fonds constitue une première. Il s'agit d'un acte de confiance entre deux nations du Sud, qui s'appuient sur leurs propres institutions pour garantir la transparence et l'efficacité. La gestion du fonds marque une rupture. Un conseil bilatéral, à parité entre Jamaïcains et Burkinabés, fixe priorités et critères d'allocation. Fait rare, l'audit et l'évaluation sont confiés à des universités régionales et non à des cabinets venus d'Europe ou d'Amérique du Nord. La transparence, cette fois, vient du Sud. Les rapports trimestriels sont publiés en accès libre, traduits en plusieurs langues locales pour garantir l'appropriation populaire. Ce processus s'inspire des meilleures pratiques observées en Amérique latine, comme lors de la gestion des fonds d'indemnisation post-dictature en Argentine. Les sommes ne seront pas diluées dans des dépenses abstraites. La répartition vise les infrastructures de base, la santé, l'éducation et l'industrie locale. Loin des vieilles logiques de dépendance agricole ou d'importations imposées, chaque poste est public, chaque dollar traçable, chaque résultat vérifiable. Par exemple, un tiers du fonds est réservé à la réhabilitation des routes et des écoles dans les régions les plus touchées par les conflits. Un autre tiers finance la modernisation de l'agriculture et la création de coopératives féminines, tandis que le reste soutient des projets d'innovation numérique portés par la jeunesse burkinabé. Ce fonds ne ressemble à rien de connu. Pour la première fois, une coopération Sud-Sud s'émancipe de toute tutelle occidentale. Ici, la logique de réparation supplante celle de l'aide, qui perpétue souvent hiérarchie cachée et dépendance masquée. Le projet s'inspire aussi des expériences sud-américaines, comme le fonds ALBA en Bolivie ou au Venezuela, qui avaient tenté d'échapper à la logique des conditionnalités imposées par la Banque mondiale ou le FMI. La réaction internationale ne s'est pas fait attendre. À l'ONU, le geste jamaïcain fascine autant qu'il inquiète. Certains saluent le courage, d'autres dénoncent une naïveté, voire un coup d'éclat irréaliste. Dans les chancelleries du Nord, on redoute un précédent qui pourrait pousser d'autres États du Sud à réclamer, eux aussi, des réparations franches, sans condition. Des éditoriaux dans la presse britannique ou américaine mettent en garde contre la boîte de Pandore que pourrait ouvrir cette initiative. Mais les défenseurs du modèle jamaïcain s'en tiennent à une autre lecture. Cette promesse n'est pas naïve. Elle plonge ses racines dans l'histoire. La Jamaïque réaffecte une part de ses dettes, issues du commerce triangulaire, en véritable geste de réparation. La transparence du processus, couplée au contrôle régional, doit garantir efficacité et légitimité. Surtout, l'impact symbolique est immense. Pour la première fois, un pays du Sud affirme qu'il peut réparer, et non seulement recevoir ou mendier. Cette inversion du rapport Nord-Sud marque une rupture profonde dans la grammaire diplomatique mondiale. L'enjeu est vertigineux. Si la promesse jamaïcaine échoue, détournée ou diluée, l'espoir d'un Sud autonome s'effondrera. Les sceptiques du Nord triompheraient, proclamant l'impossibilité d'un autre modèle. Mais si l'expérience réussit, elle ouvrira une brèche, celle d'une solidarité Sud-Sud assumée, rigoureuse et contagieuse, où chaque nation reprend la main sur sa propre histoire. Ce serait la première fois, depuis la vague d'indépendance des années 60, qu'un nouveau modèle d'émancipation collective verrait le jour. Avec cette promesse, un axe Sud-Sud inédit prend forme. Mais la brèche ouverte à Kingston peut-elle vraiment changer la trajectoire du Sud global? Déjà, d'autres capitales s'interrogent, soupçonnant les risques et les promesses d'un basculement encore inimaginable. À Abuja, à Dakar, à Caracas, les think tanks débattent de la possibilité d'élargir ce modèle à d'autres régions. Certains gouvernements, comme celui du Ghana ou du Suriname, lancent déjà des études de faisabilité pour des fonds similaires. Le Burkina Faso, désormais placé au centre de l'attention mondiale,
doit maintenant prouver qu'il peut transformer cette promesse en réalité. Sur le terrain, la tension monte. Le temps des décisions concrètes approche. Les autorités burkinabées lancent une série de consultations populaires pour définir les priorités d'investissement. Des comités de quartier, des associations de femmes et des syndicats sont invités à soumettre leurs propositions. Cette démarche participative vise à éviter la répétition des erreurs du passé, où les fonds internationaux étaient alloués sans consultation locale. 3 trajectoires, un même espoir. Et si la révolution silencieuse du Sud devenait irréversible? Après l'acte sans précédent de la Jamaïque envers le Burkina Faso, le monde retient son souffle. Est-ce un simple feu de paille ou le point de bascule d'un nouvel ordre mondial? Les premiers effets, eux, sont fulgurants. À Ouagadougou, les premiers transferts du fonds se matérialisent aussitôt. Des routes renaissent, des écoles rouvrent, les marchés s'animent. Les réserves de change, minées par des sanctions et l'isolement, connaissent enfin un sursaut inattendu. Mais au-delà des chiffres, c'est une fierté populaire qui envahit les rues, de Bobo-Dioulasso jusqu'au village du Sahel. Ce fonds n'est pas reçu comme une aumône, mais comme la première reconnaissance concrète d'une dette morale partagée. La nouvelle franchit rapidement les frontières. À l'Union africaine, des débats fiévreux s'ouvrent sur la création d'un fonds panafricain, alimenté par d'autres nations du Sud. En coulisses, des diplomates du Bénin et de la Barbade entament des discussions discrètes. Des émissaires du Suriname cherchent déjà à s'inspirer du modèle auprès de Ouagadougou. Même en Martinique et à la Dominique, des mouvements citoyens réclament que leurs dirigeants s'engagent. La graine jamaïcaine pourrait-elle faire éclore un nouvel axe sud-sud? Des pétitions circulent, des tribunes sont publiées dans la presse locale, et des collectifs d'artistes imaginent des œuvres collaboratives pour immortaliser ce moment. Mais rien n'est encore joué. 3 scénarios s'affrontent, chacun porteur d'espoir ou de désillusion. Premier scénario, la consolidation. L'alliance se renforce, d'autres pays rejoignent le fonds, et l'Afrique, avec ses partenaires caribéens, jette les bases d'une justice intercontinentale durable. Deuxième scénario, l'effet domino. Le geste jamaïcain déclenche une vague de réparation sud-sud, bouleversant la géopolitique mondiale et forçant même certains pays du Nord à revoir leur posture. Troisième scénario, plus sombre, le retour du gel. Sous la pression des puissances occidentales, les flux sont suspendus, la coopération entravée, et l'élan s'essouffle, laissant derrière lui le goût amer d'une opportunité manquée. Pourtant, déjà, la portée culturelle de l'Alliance se fait sentir. À Kingston, les universités organisent des séminaires sur les mémoires croisées. À Ouagadougou, des artistes peignent sur les murs la nouvelle fraternité noire atlantique. Sur les réseaux sociaux, la société civile s'organise, mobilise intellectuels, étudiants, créateurs, pour documenter et célébrer l'instant. Il ne s'agit plus seulement d'argent, mais d'une mobilisation collective pour réinventer la mémoire et la dignité du Sud. On assiste à la création de festivals communs, de partenariats entre radios communautaires et même de jumelages entre écoles des 2 pays. Le risque n'en est que plus grand. Entre un succès contagieux, porteur d'émancipation, et un blocage synonyme de déception historique, tout se joue sur la capacité du Sud à écrire sa propre histoire, sans dépendre d'un regard extérieur, en inventant ses propres méthodes de justice et de solidarité. Il suffit de se rappeler le sort du mouvement des non-alignés, qui, faute de moyens concrets et d'unité durable, n'a jamais pu imposer une alternative viable à l'ordre mondial existant. Rien n'est acquis, mais déjà, un souffle nouveau parcourt le Sud. Il reste à voir si cette alliance tiendra face au vent contraire. Les prochains mois seront décisifs. Chaque avancée, chaque obstacle, chaque débat public sera scruté par les partisans comme par les détracteurs de cette révolution douce. Quand la réparation devient méthode, la dignité devient contagieuse. Une révolution douce s'amorce, mais comment la rendre irréversible? Comment éviter que la promesse jamaïcaine ne s'efface dans les brumes du souvenir? Pour répondre à cette question, il convient de tracer une feuille de route claire, jalonnée d'étapes concrètes et d'exemples inspirants. Pour transformer l'élan de Kingston en modèle vivant, il faut 5 étapes clés. Chacune d'elles ancre la réparation dans le réel, la protège de l'oubli et la hisse au rang d'exemple mondial.
Cette méthode s'inspire des politiques de justice transitionnelle mises en œuvre en Afrique du Sud après l'apartheid, où la Commission Vérité et Réconciliation a permis d'ancrer la réparation dans la durée, au-delà des effets d'annonce. D'abord, graver la réparation dans la loi. Imaginez un texte adopté à la fois par le Parlement jamaïcain et l'Assemblée burkinabé. Cette loi, commune, rendrait la réparation obligatoire et durable, interdisant à tout futur dirigeant de l'effacer d'un trait. La justice deviendrait alors une exigence, non plus un simple vœu pieux. Cette démarche rappelle celle du Rwanda, qui a inscrit la mémoire du génocide dans sa constitution pour éviter toute amnésie collective. Deuxième étape, la transparence institutionnalisée. Tous les 3 mois, des rapports publics détailleraient l'usage des fonds, projet après projet. Ce contrôle ne vise pas seulement à rassurer l'opinion ou les donateurs, mais à garantir la redevabilité envers les citoyens. Chacun peut ainsi suivre, interroger et évaluer la réparation en temps réel. Des plateformes numériques interactives, accessibles depuis les téléphones portables, permettraient à tout citoyen de signaler un dysfonctionnement ou de proposer une amélioration. Troisième étape, bâtir une mémoire commune. Des programmes éducatifs partagés, des ateliers, des échanges de jeunes, racontèrent l'histoire des blessures et des victoires reliant la Jamaïque et le Burkina Faso. Ainsi, la réparation cesse d'être un geste de charité. Elle devient acte fondateur d'égalité retrouvée, ancré dans la conscience collective. Des documentaires, des bandes dessinées, des pièces de théâtre seraient produites en commun, diffusées dans les écoles et sur les télévisions nationales. Cette mémoire partagée garantirait que la solidarité ne se limite pas à une génération, mais s'inscrive dans la durée. Quatrième étape, stimuler l'innovation sud-sud. Une partie des fonds soutiendrait l'essor de jeunes entreprises agricoles, numériques, énergétiques. Porté par les 2 pays, ce réseau favoriserait l'éclosion de solutions inventées localement, adaptées aux réalités et aux rêves de la jeunesse. La réparation se mue en levier d'autonomie économique et de fierté technologique. Des hackathons, des bourses d'innovation, des incubateurs communs seraient mis en place sur le modèle de ce qui a été fait entre le Brésil et l'Afrique du Sud dans les années 2010. Enfin, 5e étape. Porter ce modèle sur la scène internationale. L'Alliance Jamaïque-Burkina Faso rédigerait une charte mondiale de la réparation, soumise aux Nations Unies. Ce texte affirmerait l'égalité, la responsabilité historique et la solidarité concrète, invitant d'autres nations du Sud à rejoindre ce pacte. L'objectif serait de créer une coalition permanente, capable de peser dans les négociations internationales et d'imposer une nouvelle norme de justice globale. Mais l'enjeu est immense. Ignorer ces étapes, c'est condamner la réparation à l'oubli, à la fragilité du symbole. Les respecter, c'est ouvrir la voie à une nouvelle grammaire de la solidarité mondiale qui pourrait bouleverser les règles entre Sud et Nord. On se souviendra alors des échecs passés, comme celui du NEPAD, qui, faute de mécanismes contraignants, n'a pas su transformer les ambitions en transformation durable. Pourtant, même la méthode la plus rigoureuse ne garantit pas l'adhésion des peuples. Comment transformer une décision politique en mouvement populaire? Cette question a hanté tous les grands moments de transition. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la révolution sandiniste au Nicaragua ou encore la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. La clé réside dans l'appropriation collective, dans la capacité à faire de la réparation un enjeu du quotidien, pas seulement un dossier d'experts. La dignité ne se donne pas, elle se vit et se défend. Elle exige d'être ravivée, chaque jour, par celles et ceux qui refusent l'effacement. Cela passe par l'éducation, la culture, la participation citoyenne, mais aussi par l'exemplarité des dirigeants, qui doivent rendre compte de chaque avancée, de chaque difficulté, sans céder à la tentation de l'opacité ou du repli. Ce qui s'est joué entre la Jamaïque et le Burkina Faso n'est pas seulement un incident diplomatique. C'est le surgissement d'un chapitre neuf où les voix du Sud s'imposent sans attendre la permission, imposant leur propre tempo à l'histoire. Cette audace rappelle celle des leaders du tiers-monde lors de la conférence de Bandung, ou celle des résistants anti-apartheid portés par la foi en une justice universelle. La révolution silencieuse qui s'amorce n'appartient à personne, mais réclame l'engagement de chacun.
Elle ne survivra que si la volonté d'agir supplante la tentation de laisser la justice s'éteindre dans l'indifférence ou le confort des promesses creuses. Cela suppose de multiplier les espaces de débat, d'encourager la critique, de donner la parole à ceux qui vivent les conséquences concrètes des politiques de réparation. Rien ne serait plus tragique que de réduire ce geste inédit à un simple communiqué officiel. Si nous reléguons cet élan à une note de bas de page, la parenthèse sud-sud se refermera et l'occasion d'une réparation authentique s'évanouira. Mais si chaque citoyen, chaque communauté s'approprie ce mouvement dans son quotidien, alors l'histoire ne s'arrêtera pas là. Elle s'écrira, discrète mais obstinée, au cœur des réalités et loin des regards distraits. Des associations locales pourraient organiser des journées de la réparation, des concours de nouvelles, des ateliers de réflexion pour inscrire cette dynamique dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas seulement de 600 millions de dollars ou de 5 années de promesses réitérées. Il s'agit de transformer la parole en acte, le symbole en changement, et chaque main tendue en appel à la souveraineté partagée. Ce qui vient de s'esquisser ne demande pas d'applaudissements, mais d'être prolongé, adapté, remis en question, enrichi à chaque étape. Les erreurs, les retards, les tensions devront être assumées et corrigées dans une logique de progrès continu. L'enjeu est limpide. Si ce mouvement s'éteint, nous aurons laissé filer la chance de prouver que la justice n'a pas de centre unique, que la réparation n'est pas l'apanage exclusif du Nord. Elle appartient à tous ceux qui revendiquent leur histoire et refusent le monopole du récit. Mais si cette dynamique inspire une vague d'engagement, alors un modèle inédit de souveraineté budgétaire, de dignité collective et d'écriture autonome pourra s'imposer, contagieux et irréversible. L'histoire des peuples est faite de ruptures inattendues. À nous de décider si celle-ci sera durable ou éphémère. Aujourd'hui, choisir le silence, ce serait abdiquer. L'alliance entre la Jamaïque et le Burkina Faso a montré que la solidarité ne sollicite ni bénédiction des puissances, ni validation des institutions. Elle s'invente, pas à pas, chaque fois qu'un peuple affirme que sa dignité n'est plus négociable. L'exemple de la Jamaïque et du Burkina Faso pourrait demain inspirer d'autres alliances improbables entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, entre le Pacifique et l'Amérique latine. Il nous revient de maintenir ce souffle vivant, de refuser le repli cynique ou l'oubli diplomatique. La révolution silencieuse du Sud ne doit pas se refermer. Elle est le point de départ. Chacun, journaliste, enseignant, parent, étudiant, peut la faire grandir par la parole, le débat, l'action quotidienne. Il suffit parfois d'un geste, d'un mot, d'un projet, pour que la dynamique s'ancre dans la durée. La question n'est plus de savoir si ce geste marquera l'histoire, mais si nous aurons eu la force de prolonger son écho. Ce moment ne signe aucune conclusion. Il ouvre la voie à celles et ceux qui choisiront d'en faire un exemple, une référence, un appel permanent à la dignité conquise et partagée.